Tout ce qu'on te raconte sur le voyage spatial n'est qu'une pure fiction romantique. Tu crois vraiment que l'avenir de l'humanité est dans les étoiles? Tu te trompes. Et ce n'est pas mon opinion personnelle, c'est la vérité impitoyable des mathématiques et de la physique. Nous ne pouvons pas quitter ce système. Du moins, pas avec les méthodes que nous connaissons. Aujourd'hui, je vais te prouver pourquoi le système solaire n'est pas un terrain de jeu, mais une cage aux barreaux de fer. Si tu ne crois pas que je puisse étayer cette affirmation, abonne-toi et constate par toi-même que tu as tort. Chaque voyage commence par un lieu familier, le nôtre aussi. Il commence avec cette étoile massive qui bat au cœur de notre système et qui nous accueille lorsque nous tournons nos yeux vers le ciel, notre soleil. Il n'est pas seulement une source de lumière et de chaleur, mais aussi le maître quasi absolu de tout ce qui tourne autour de lui. 86% de la masse totale du système solaire est concentrée à l'intérieur de cette sphère de plasma étincelante. Arrêtons-nous un instant pour visualiser. Si le Soleil était une sphère creuse, nous pourrions y loger confortablement 1 300 000 planètes comme la nôtre. Mais ce qui inspire le plus grand émerveillement n'est pas son éclat visible, mais sa souveraineté invisible. Le chuchotement silencieux de sa gravité s'étend probablement jusqu'à 2 années-lumière, assez loin pour maintenir doucement en orbite même les mondes lointains et gelés que l'œil humain n'a encore jamais observés. Le premier obstacle que nous rencontrons en essayant de comprendre l'immensité du cosmos est que nos unités de mesure habituelles perdent tout leur sens. Les kilomètres ne sont que des gouttes dans cet océan infini. C'est pourquoi, en tant qu'astronomes, nous avons dû créer une nouvelle échelle, une nouvelle règle, l'unité astronomique. Cette mesure, que nous abrégeons en UA, est la distance moyenne entre notre maison, la Terre, et le Soleil, environ 150 millions de kilomètres. Ce chiffre peut paraître énorme en soi, mais en réalité, ce n'est que le premier pas de notre voyage. Notre voisine, la plus proche du Soleil, Mercure, tourne autour de notre étoile à une distance de seulement 0,39 unités astronomiques. Si nous imaginions l'orbite de notre maison comme les limites d'un terrain de basket, le chemin de Mercure resterait même à l'intérieur de la ligne de lancer franc. En avançant un peu plus, nous trouvons Vénus, surnommée la jumelle de la Terre, à 0,72 unités astronomiques. Et puis nous arrivons, nous, notre foyer, à exactement 1 unité astronomique. Elle est suivie par Mars, à 1,5 unité astronomique. Ces 4 planètes intérieures, ces sœurs rocheuses, sont relativement proches les unes des autres à l'échelle cosmique. Mais lorsque nous laissons derrière nous les terres rouges de Mars, l'échelle commence à défier les limites de l'entendement. Entre Mars et Jupiter coule une rivière de roches et de fragments métalliques qui n'ont jamais pu former une planète, oscillant entre 2,2 et 3,2 unités astronomiques, la ceinture d'astéroïdes. À l'intérieur de cette vaste plage orbitale, une seule planète naine constitue à elle seule environ 20% de la masse totale de la ceinture. Pourtant, même cet immense champ de débris n'est qu'une simple marche pour atteindre les véritables géants du système solaire. Voici le roi des planètes, Jupiter, qui tourne majestueusement autour du Soleil à une distance de 5,2 unités astronomiques. Ce géant gazeux est si massif qu'il force même le Soleil à osciller légèrement sur sa propre orbite. Si Jupiter était creux, il pourrait contenir toutes les autres planètes de notre système et il resterait encore de la place. Son puissant champ magnétique s'étend sur des millions de kilomètres dans l'espace. Il régit son propre système solaire miniature avec ses 4 grandes lunes galiléennes et des dizaines de compagnons plus petits. Mais le voyage et les distances continuent de s'allonger. À 9,5 unités astronomiques, Saturne apparaît avec son magnifique système d'anneaux. Vu de la Terre, ces structures délicates semblent lisses et parfaites, mais elles sont en réalité la danse infinie d'innombrables particules de glace et de roches allant de la taille d'un grain de poussière à celle d'une maison. La sonde spatiale Cassini, après avoir étudié Saturne pendant 13 ans avant de terminer sa mission en plongeant dans la planète, nous a montré que ces anneaux sont en perpétuel changement. Un système vivant et dynamique avec des motifs en forme de rayons, des structures tressées et des lunes bergères. Nous entrons maintenant dans les royaumes où la lumière du soleil s'affaiblit, où le froid règne, le domaine des géants de glace. Uranus, tournant comme une boule de bowling cosmique renversée sur son axe, oscille à 19,2 unités astronomiques. Ce monde étrange est un mystère avec ses faibles anneaux, son champ magnétique inhabituel et sa longue orbite de 84 années terrestres. Et enfin, à 30 unités astronomiques, se trouve Neptune,
la planète la plus venteuse de notre système, avec des vents atteignant 1200 miles par heure. À cette distance, le Soleil n'est plus la sphère chaude que nous connaissons. C'est seulement une étoile très brillante, offrant à peine 9% de la lumière que la Terre reçoit. Et malgré tout ce voyage, nous ne sommes même pas encore proches des frontières du système solaire. Au-delà de Neptune commence un disque colossal de corps glacés s'étendant de 30 à 50 unités, astronomique, la ceinture de Kuiper. C'est la maison de Pluton, que nous considérions autrefois comme une planète. À 39,5 unités astronomiques, une révolution de Pluton autour du Soleil dure 248 années terrestres. Lorsque la sonde New Horizons l'a survolé en 2015, nous avons appris qu'il ne s'agissait pas simplement d'un rocher gelé, mais d'un monde bien plus complexe qu'imaginé, avec des glaciers d'azote, des montagnes de glace d'eau et une atmosphère si fine que des flocons de neige gèlent et tombent à sa surface. Pluton n'est pas seul dans la ceinture de Kuiper. Des milliers d'objets se trouvent dans cette zone, y compris d'autres planètes naines comme Nix, Oméa et Eris. Certains ont des orbites étranges et elliptiques qui les emmènent très loin de la ceinture principale. Prends par exemple Sedna, découverte en 2003. Son orbite l'amène à 77 unités astronomiques au plus près du Soleil et à 937 au plus loin. Une seule révolution dure 11 400 ans. Pourtant, même le voyage incroyable de Sedna ne délimite pas la véritable frontière du système solaire. En 2018, des astronomes ont découvert un objet à 120 unités astronomiques du Soleil et l'ont nommé Pharoot. Peu de temps après, ils en ont identifié un autre, 2018 AG37, encore plus loin, à 132 unités astronomiques. Ces mondes lointains sont si distants que la faible lumière du Soleil qu'ils réfléchissent met 18 heures à nous parvenir. Les messagers les plus lointains de l'humanité, les sondes voyagées, nous rappellent concrètement ce que signifient ces distances. Lancé en 1977, Voyager 1 est aujourd'hui à plus de 159 unités astronomiques du Soleil, filant dans le vide à une vitesse d'environ 30 000 miles par heure. Il lui a fallu 35 ans pour atteindre le bord de l'héliosphère, cette bulle protectrice créée par le vent solaire qui entoure notre système. À sa vitesse actuelle, il lui faudrait 70 000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche. Mais c'est précisément à ce point que notre compréhension de la taille du système solaire dépasse le connu pour entrer dans le domaine de la théorie. Bien au-delà de la ceinture de Kuiper et des objets du disque dispersé se trouve une structure hypothétique qui éclipse tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, le nuage de Oort. On pense que cette immense coquille sphérique de corps glacés commence à environ 2000 unités astronomiques du Soleil et s'étend jusqu'à 100 000, voire 200 000 unités astronomiques, selon certaines estimations. Pour situer cette échelle dans notre esprit, rappelons qu'une année-lumière équivaut à environ 63 000 unités astronomiques. Cela signifie que le nuage de Oort pourrait potentiellement s'étendre jusqu'à 3 années-lumière du Soleil. Le nuage de Oort est si lointain que nous ne l'avons jamais observé directement. Nous déduisons son existence uniquement à partir des orbites des comètes à longue période qui visitent occasionnellement le système solaire intérieur. Ces voyageurs cosmiques comme Hale-Bopp ou Neowise mettent des milliers, voire des millions d'années pour accomplir une seule orbite. Leur origine se situe à l'extrême limite du champ d'influence gravitationnel du Soleil et une légère poussée gravitationnelle d'une étoile passant à proximité suffit à dévier leur trajectoire vers nous. Alors, pourrions-nous y aller? Le premier défi auquel nous sommes confrontés est la distance elle-même. Même en voyageant à la vitesse de la lumière, il faudrait plus d'1 an pour atteindre le bord intérieur du nuage de Oort. Notre sonde la plus rapide, la Parker Solar Probe, fonce vers le Soleil à une vitesse vertigineuse d'environ 430 000 miles par heure. Mais même à cette vitesse, il lui faudrait plus de 2000 ans pour atteindre la limite du nuage de Oort. Le besoin en énergie pour un voyage interstellaire est ahurissant. Accélérer une petite sonde à seulement 10% de la vitesse de la lumière nécessiterait plus que la totalité de l'énergie produite par l'humanité en 1 an. Une mission habitée, équipée de systèmes de support de vie, de provisions et de boucliers, nécessiterait une quantité d'énergie exponentiellement plus grande. L'équation de la fusée nous dit combien de carburant est nécessaire pour atteindre une vitesse donnée. Mais à ces échelles,
cette équation se transforme en un tyran impitoyable. Et ainsi, dans ce vide inconcevable, nous retournons à notre petit monde lumineux. Ces distances massives, ces obstacles qui semblent insurmontables, ces lois de la physique qui nous empêchent d'atteindre les étoiles, nous enseignent peut-être la leçon la plus importante, à quel point notre foyer est rare, fragile et précieux dans cette obscurité infinie. Le voyage, tout en nous montrant la grandeur de l'univers, nous réapprend aussi le sens de notre maison. Le désir d'aller plus loin, plus vite, recèle une logique impitoyable. Nous avons besoin de plus de carburant pour notre voyage. Mais plus de carburant ajoute plus de masse à notre vaisseau. Et pour déplacer cette masse accrue, nous avons besoin d'encore plus de carburant. Cela se transforme en un piège, aboutissant inévitablement à un vaisseau prisonnier de son propre poids. Mais supposons que nous ayons résolu cette énigme énergétique. Pourtant, ce grand vide entre les étoiles n'est pas le néant silencieux et inoffensif que nous imaginons. Au contraire, il est sous une pluie incessante de particules à haute énergie, le rayonnement cosmique, capable d'endommager nos systèmes électroniques et notre composant le plus fondamental, notre ADN. L'héliosphère de notre système solaire nous offre un bouclier naturel contre ces projectiles invisibles. Mais dès qu'un vaisseau spatial quitte cette bulle de protection magnétique, il devient vulnérable à toute la puissance du rayonnement interstellaire. Chaque couche de protection que nous ajouterions pour nous protéger de ce bombardement augmenterait la masse du vaisseau, nous ramenant au point de départ, à ce problème énergétique insoluble. Peut-être que l'obstacle le plus impitoyable de tous est le temps. Un voyage vers notre étoile voisine la plus proche, Proxima Centauri, prendrait plus de 40 000 ans avec la technologie actuelle. C'est plus long que toute l'histoire connue de la civilisation humaine. Même avec des fusées à fusion théorique capables d'atteindre une fraction de la vitesse de la lumière, ce voyage prendrait encore des siècles. Cela signifierait des générations naissant, vivant et mourant entre les murs métalliques d'un vaisseau spatial. Il est même difficile d'imaginer le fardeau d'un tel voyage sur notre âme. Nous avons évolué dans les environnements changeants de cette planète, en faisant l'expérience du cycle des saisons, des changements climatiques et de la diversité géographique. Les conditions monotones et immuables d'un vaisseau spatial pendant des dizaines ou des centaines d'années pourraient entraîner des effondrements mentaux. Des études menées dans des stations de recherche isolées en Antarctique ou lors de missions spatiales de longue durée montrent le stress psychologique important que subissent les astronautes, même après seulement quelques mois. Étendre ce scénario sur des siècles serait entrer dans un territoire inexploré pour la résilience de l'esprit humain. Et comment trouverons-nous notre chemin ? Sur des distances interstellaires, la plus petite erreur au départ entraîne des déviations massives à l'arrivée. Une déviation d'1 degré sur la boussole se transforme en un éloignement de millions de kilomètres de la cible. De plus, en voyageant à une vitesse correspondant à une fraction significative de la vitesse de la lumière, on ne peut pas simplement s'arrêter pour demander son chemin. L'énergie nécessaire pour s'arrêter ou changer de direction serait astronomique. Les retards de communication sont peut-être le défi le plus impossible à surmonter. Les signaux radio voyagent à la vitesse de la lumière. Cela signifie qu'un message envoyé d'un vaisseau à mi-chemin de Proxima Centauri mettrait plus de 2 ans à atteindre la Terre. La réponse du contrôle de mission mettrait encore 2 ans à revenir au vaisseau. À ce moment-là, l'équipage serait plus seul, plus déconnecté que n'importe quel être humain dans l'histoire. Mais la réalité la plus sobre est peut-être l'inhospitalité de l'espace interstellaire lui-même. Notre système solaire, malgré toutes ses difficultés, est une oasis relativement tempérée et lumineuse. Dans l'espace interstellaire, avec ses températures proches du zéro absolu, il n'y a pas de lumière pour les panneaux solaires, pas de planète pour l'assistance gravitationnelle, pas d'astéroïdes pour renouveler les ressources. Il n'offre rien d'autre qu'un vide immense, froid et sombre, s'étendant sur des milliards de kilomètres. Nos découvertes récentes approfondissent ce défi. Les sondes voyagées ont montré que la frontière entre notre système et l'espace interstellaire n'est pas une ligne nette, mais plutôt une zone frontalière turbulente et chaotique où le vent solaire entre en collision avec le milieu interstellaire. On y trouve des champs magnétiques imprévisibles et des densités de particules que nous commençons à peine à comprendre. Tout explorateur quittant notre système doit d'abord franchir ce seuil chaotique. La découverte d'objets interstellaires, bien qu'il s'agisse de simples morceaux de roche et de glace et non de vaisseaux spatiaux complexes, prouve que des corps peuvent effectivement voyager entre les systèmes stellaires. Ils ont voyagé dans le vide interstellaire pendant des millions d'années, résistant aux bombardements constants du rayonnement cosmique et des micrométéorites. Cependant,
Le fait que nous n'ayons trouvé que 2 de ces voyageurs, malgré des décennies de recherche, souligne à quel point l'espace interstellaire est vraiment incommensurablement vaste. Même nos ambassadeurs robotiques sont confrontés à ces défis. Les sondes, voyagées, malgré leur incroyable voyage, ralentissent, leurs sources d'énergie au plutonium s'affaiblissent. D'ici 2025, elles n'auront plus assez de puissance pour faire fonctionner leurs instruments scientifiques. D'ici 2036, elles seront complètement silencieuses. Les voyageurs les plus lointains de l'humanité deviendront des carcasses de métal silencieuses et sans vie, flottant dans l'obscurité cosmique, nous rappelant constamment les obstacles monumentaux au voyage interstellaire. Les murs fondamentaux de la physique de la propulsion se dressent au-delà du génie de l'ingénierie. Les fusées chimiques qui nous ont emmenés sur la Lune sont désespérément inefficaces pour les distances interstellaires. Les fusées chimiques les plus efficaces offrent une impulsion spécifique d'environ 450 secondes. Pour atteindre ne serait-ce qu'1% de la vitesse de la lumière, il faudrait un rapport masse-poussée si énorme que le vaisseau serait presque entièrement constitué de carburant, ne laissant aucune place pour une charge utile, un équipage ou des systèmes de support de vie. La propulsion nucléaire semble plus prometteuse, mais elle comporte ses propres défis. Le projet Orion des années 1960 proposait de propulser un vaisseau par la puissance rythmique de milliers d'explosions nucléaires. En théorie, cela pourrait permettre d'atteindre entre 3 et 5% de la vitesse de la lumière, mais cela nécessiterait des milliers de bombes atomiques, ce qui poserait un énorme problème de contamination radioactive. Les fusées à fusion ne sont encore qu'une théorie et pourraient potentiellement atteindre 10% de la vitesse de la lumière. Mais nous n'avons même pas encore réussi à rendre la production d'énergie par fusion durable sur Terre, sans parler de l'utiliser pour propulser un vaisseau spatial. L'initiative révolutionnaire Breakthrough Starshot vise à accélérer des voiles lumineuses miniatures jusqu'à 20% de la vitesse de la lumière avec de puissants lasers. Bien que cela soit possible pour des sondes de l'ordre du gramme, c'est totalement inutilisable pour les humains. Le processus d'accélération serait mortel pour un humain et il n'offrirait aucune méthode pour ralentir à l'arrivée. Ces sondes traverseraient un autre système stellaire en quelques heures, ayant à peine le temps de prendre quelques photos avant de disparaître. Mais pense aussi à la façon dont le tissu de la réalité change à de telles vitesses. Lorsque tu approches d'une fraction significative de la vitesse de la lumière, les effets relativistes commencent à se manifester. Le phénomène, appelé dilatation du temps, signifie que tandis que seulement des décennies s'écouleraient pour l'équipage pendant le voyage, des siècles se seraient écoulés sur Terre. S'ils pouvaient un jour revenir, ils trouveraient un monde complètement étranger, où tous ceux qu'ils connaissaient auraient disparu depuis longtemps, leur culture et leur langue probablement oubliées. Et la matière interstellaire devient de plus en plus mortelle à ces vitesses. Entrer en collision avec un grain de poussière en voyageant à 10% de la vitesse de la lumière libérerait une énergie équivalente à l'explosion d'une bombe. Imagine que tu voyages à la moitié de la vitesse de la lumière. À cette vitesse incroyable, même un seul atome d'hydrogène qui croise ton chemin se transforme en un projectile mortel. Pour se protéger, il faudrait un blindage plus épais. Mais plus de blindage signifie plus de masse. Et plus de masse nécessite plus d'énergie pour atteindre cette vitesse. Nous y revoilà, dans ce cercle vicieux qui nous cloue sur place, sans solution parfaite. Les données récentes des sondes Parker Solar Probe et Solar Orbiter offrent une nouvelle compréhension du bouclier protecteur de notre système solaire. Cette héliosphère, composée du vent solaire et du champ magnétique, est une barrière naturelle contre le rayonnement cosmique galactique. Elle réduit son intensité d'environ 70%. Mais dès que nous quittons cette bulle protectrice, nous sommes vulnérables à toute la charge de rayonnement de l'espace interstellaire. Sans de lourds boucliers, la dose de rayonnement reçue lors d'un voyage interstellaire serait mortelle. Les limites de notre biologie sont tout aussi contraignantes. Nous avons évolué dans les conditions très spécifiques de la Terre. Nous nous sommes adaptés à la gravité, au cycle jour-nuit et à son champ magnétique. Une exposition prolongée à la microgravité entraîne une perte osseuse, une atrophie musculaire et des problèmes cardiovasculaires. Nous ne savons pas encore si les humains peuvent se reproduire dans l'espace, si les enfants peuvent se développer normalement dans un environnement sans gravité. Un voyage de plusieurs générations pourrait affaiblir l'équipage au point qu'il ne pourrait pas coloniser une planète cible, même s'il en trouvait une.
Pense à la difficulté des systèmes de support de vie en circuit fermé. Alors que même la Station spatiale internationale a besoin de ravitaillement régulier depuis la Terre, un vaisseau voyageant pendant des siècles devrait recycler tout l'air, l'eau et les déchets qu'il transporte avec une efficacité quasi parfaite. La moindre défaillance de ces systèmes signifierait la fin de la mission. Nous n'avons jamais réussi à créer un écosystème fermé et autosuffisant pendant des années, et encore moins des siècles. Et puis, il y a le fardeau sur notre âme de quitter la Terre de façon permanente. Même les astronautes qui savent qu'ils rentreront chez eux dans quelques mois subissent une pression psychologique immense dans cet isolement. Le effet de surplomb, ce sentiment profond de voir notre maison, la Terre, comme cette fragile et minuscule sphère bleue suspendue dans le vide cosmique, les change à jamais. Maintenant, imagine cette sphère bleue disparaître lentement de la vue, se transformer en un point, puis disparaître complètement. La solitude existentielle de savoir que tu ne reviendras jamais serait dévastatrice. Des études récentes sur des micro-organismes capables de résister à des conditions extrêmes nous montrent à quel point la vie peut être résiliente. Mais même cette résilience a ses limites. La combinaison du rayonnement, du froid, du vide et de la solitude dans l'espace interstellaire pourrait dépasser la résistance de toute forme de vie terrestre. Pour survivre à un tel voyage, nous devrions peut-être modifier fondamentalement la biologie humaine, ce qui soulèverait de profondes questions éthiques sur ce que signifie être humain. La découverte d'exoplanètes nous confronte à une autre réalité. Nous avons trouvé plus de 5000 planètes en orbite autour d'autres étoiles, mais la plupart ne ressemblent guère à notre maison. Des Jupiters chauds, des super-terres ou des planètes verrouillées à leur étoile. Cette diversité est fascinante, mais la plupart de ces mondes sont inhospitaliers pour la vie telle que nous la connaissons. La probabilité de trouver une planète vraiment semblable à la Terre à une distance atteignable est extrêmement faible. Peut-être voyagerons-nous pendant des siècles pour finalement arriver sur un monde inhabitable. Même si nous trouvions une planète habitable, les défis pour la transformer en un nouveau foyer seraient immenses. La biosphère de la Terre est le résultat de milliards d'années d'évolution. La chimie, l'atmosphère, le sol et peut-être même la structure moléculaire de base de la vie sur un monde étranger seraient différents. Dans un tel endroit, sans d'énormes efforts de terraformation, nous ne pourrions ni cultiver nos propres plantes, ni nourrir nos propres animaux, ni respirer notre propre air. La réalité économique du voyage vers les étoiles est tout aussi dissuasive. Le coût d'une seule mission interstellaire éclipserait l'économie mondiale entière. Qui financerait un projet dont le retour sur investissement ne se ferait peut-être que dans des dizaines de milliers d'années? À moins que la Terre ne soit confrontée à une crise d'extinction, il n'y a tout simplement aucune raison économique pour la colonisation interstellaire. Et, peut-être le plus ironique, c'est que les avancées de la technologie des télescopes, au lieu de renforcer le désir d'aller vers les étoiles, l'affaiblissent. Télescope spatial. James Webb peut étudier les atmosphères des exoplanètes d'ici, depuis la sécurité de notre foyer. Les futurs télescopes pourraient détecter les signatures biologiques, voire technologiques, de civilisations extraterrestres. Nous n'aurons peut-être pas à faire face aux défis ahurissants du voyage physique pour explorer le cosmos et recueillir une quantité massive d'informations. Si l'univers est plein de vie, la réponse au paradoxe de Fermi est peut-être très simple. Peut-être que toutes les civilisations intelligentes réalisent, à un moment donné, que le voyage interstellaire est presque impossible et n'essaient donc même pas. Elles explorent leur propre système, construisent des habitats spatiaux, utilisent des planètes et des astéroïdes pour leurs ressources. Mais ce grand vide entre les étoiles reste infranchissable. Ce que nous appelons le grand filtre est peut-être simplement la limite de la vitesse de la lumière et ses distances massives entre les étoiles. Revenons à cette mathématique élégante qui régit la dynamique orbitale de notre système. Du plus petit astéroïde à la plus grande planète, tout obéit à ces lois précises, découvertes par Kepler il y a plus de 400 ans. Ces lois nous murmurent une vérité profonde. Plus tu es loin du Soleil, plus tu te déplaces lentement et moins tu reçois d'énergie. Neptune, 30 fois plus loin que la Terre, ne reçoit qu'un neuvième de la lumière du Soleil dont nous profitons. Dans les profondeurs du nuage de Oort, le Soleil n'est pas différent de l'étoile la plus brillante du ciel. Il ne fournit pratiquement aucune chaleur et aucune énergie. La mission Voyager nous montre cette réalité de la manière la plus concrète.
Après 46 ans de voyage, Voyager 1 n'a que récemment atteint l'espace interstellaire, mais il n'est encore qu'à 0,002 années-lumière du Soleil. Pour visualiser cela, si la distance jusqu'à Proxima Centauri était une ligne allant de Los Angeles à New York, Voyager 1 n'aurait avancé que de 30 mètres sur cette ligne. C'est une immensité que notre esprit, principalement évolué pour penser en termes de distance terrestre, ne peut pas facilement saisir. Nos découvertes récentes sur le milieu interstellaire révèlent à quel point ce voyage serait un cauchemar d'ingénierie. Le satellite Interstellar Boundary Explorer, IBEX, a cartographié le bord de notre système, nous montrant qu'il ne s'agit pas d'une mer calme, mais d'un océan turbulent, des champs magnétiques plus forts que prévu, des densités de particules instables et de mystérieuses ceintures d'atomes neutres à haute énergie dont nous savons très peu de choses. Tout vaisseau quittant le port sûr de notre maison devra d'abord naviguer dans ces eaux chaotiques. À mesure que nous nous éloignons du Soleil, le problème énergétique s'aggrave. Les panneaux solaires, qui nous fournissent généreusement de l'énergie dans le système solaire intérieur, deviennent presque inutiles au-delà de l'orbite de Jupiter. La sonde Juno, en route vers Jupiter, possède les plus grands panneaux solaires jamais utilisés pour une mission planétaire, avec une envergure de 20 mètres. Mais, sur l'orbite de Jupiter, ces ailes géantes ne produisent que 400 watts de puissance. Pourtant, si ces mêmes panneaux étaient en orbite terrestre, ils fourniraient 14 kW d'énergie. Dans le vide interstellaire, l'énergie solaire cesse complètement d'être une option. Les générateurs thermoélectriques à radioisotopes, c'est-à-dire les batteries nucléaires, qui alimentent des explorateurs lointains comme Voyager et New Horizons, apportent leurs propres problèmes. Ces batteries, alimentées par la lente désintégration du plutonium, perdent de leur puissance avec le temps. Les batteries des sondes Voyager ont perdu environ la moitié de leur puissance depuis leur lancement. Pour une mission interstellaire de plusieurs siècles, nous aurions besoin soit de batteries nucléaires gigantesques, soit d'un réacteur nucléaire miniature, avec ses propres problèmes techniques et de sécurité. Se repérer dans l'espace interstellaire est fondamentalement différent de ce que nous faisons au sein du système solaire. Dans notre propre système, nous utilisons le Soleil et les planètes comme des phares. Nous mesurons la distance grâce aux signaux radio qu'ils réfléchissent. Nous corrigeons notre trajectoire grâce à leur gravité. Mais dans ce grand vide entre les étoiles, il n'y a ni point de référence, ni possibilité de correction d'orbite sans dépenser un carburant précieux. Ensuite, il y a le problème du rayonnement cosmique. Ces particules à haute énergie, accélérées par des événements cosmiques massifs comme les supernovas, bombardent sans cesse tout ce qui se trouve dans l'espace. Le champ magnétique et l'atmosphère de la Terre nous protègent, et l'héliosphère offre un certain bouclier au système solaire externe. Mais dans l'espace interstellaire, le flux de rayonnement cosmique est environ 4 fois plus intense que dans notre système. Au cours d'un voyage de plusieurs siècles, ce rayonnement menacerait non seulement la santé de l'équipage, mais pourrait aussi endommager les appareils électroniques, corroder les matériaux et mettre en péril l'intégrité structurelle d'un vaisseau. La découverte de la poussière interstellaire complique encore ce tableau. La mission Cassini a détecté des particules de poussière étrangère entrant dans notre système. Ces particules sont différentes de notre poussière, plus petites, plus rapides et d'une composition différente. La coque et les composants sensibles d'un vaisseau traversant un nuage de poussière dense à haute vitesse subiraient une érosion sévère comme s'ils étaient sablés. Le temps lui-même se transforme en ennemi lors de ce voyage, usure des matériaux, défaillance des joints, fatigue du métal. Même nos vaisseaux spatiaux les plus durables présentent d'innombrables défaillances en moins de 50 ans. Propulseurs obstrués, instruments défectueux, mémoire d'ordinateur endommagée, concevoir des systèmes qui fonctionneront de manière fiable pendant des siècles est bien au-delà de nos capacités d'ingénierie actuelles. L'infrastructure de communication requise pour une telle mission comporte aussi ses propres impossibilités. La puissance des signaux radio diminue avec le carré de la distance. Le système de communication le plus puissant de la Terre, le Deep Space Network, a déjà du mal à communiquer avec Voyager à plus de 20 milliards de kilomètres. Même avec des avancées technologiques révolutionnaires, le débit de données serait mesuré non pas en mégabits par seconde, mais en quelques bits par jour. Pense aussi aux réalités humaines d'un vaisseau générationnel. On estime que la population minimale pour éviter la consanguinité est d'environ 160 personnes. Un nombre plus sûr serait de plusieurs milliers. Ces personnes auraient besoin d'espaces de vie, d'écoles, d'hôpitaux, d'aires de loisirs.
Il faudrait donc construire une petite ville flottant dans l'espace, et les besoins en matériaux seraient énormes. Peut-être que les défis sociologiques d'un vaisseau générationnel sont encore plus grands que les défis technologiques. Comment maintenir une société stable dans un espace confiné pendant des siècles? Comment être sûr que les générations futures voudront poursuivre une mission initiée par leurs ancêtres et qu'elles n'ont jamais choisie? Notre histoire est pleine d'exemples de sociétés qui se sont effondrées ou ont radicalement changé en des temps beaucoup plus courts. L'idée qu'une société ciblée et stable puisse exister pendant des siècles dans une boîte de conserve est peut-être l'aspect le plus irréaliste du voyage interstellaire. Les études sur les communautés isolées sur Terre nous offrent une perspective qui donne à réfléchir. Ceux qui sont en poste dans les stations de recherche en Antarctique, bien qu'ils sachent que le ravitaillement est régulier et que l'isolement est temporaire, connaissent des augmentations significatives des taux de dépression, d'anxiété et de conflit. Imagine maintenant un scénario où cet isolement est permanent, sans espoir de sauvetage ou de ravitaillement et dure des générations. Le fardeau psychologique serait sans précédent. Il y a aussi le fait que notre galaxie pourrait abriter des milliards de planètes errantes, invisibles jusqu'à ce qu'elles s'approchent dangereusement. Une collision avec un tel monde sombre ou un passage rapproché modifiant l'orbite signifierait la fin de la mission. Le vide entre les étoiles n'est pas aussi vide que nous le pensions autrefois. Les défis en science. Des matériaux du voyage interstellaire dépassent également nos capacités actuelles. Dans le vide spatial, les matériaux se comportent différemment. Les métaux peuvent se souder à froid. Les plastiques deviennent cassants sous l'effet des radiations. Même les composites les plus avancés se dégradent avec le temps. Les vaisseaux spatiaux que nous avons fait fonctionner le plus longtemps ont 50 ans, et ce n'étaient que de simples sondes robotiques. Un vaisseau interstellaire doit maintenir ses systèmes de support de vie, de propulsion, de navigation, et d'innombrables autres pendant des siècles, sans possibilité de remplacer des pièces ou de se ravitailler en matières premières. Dans le vide le plus proche de notre maison, même à l'intérieur des murs de la Station spatiale internationale, nous voyons les formes de vie les plus élémentaires s'adapter de manière inquiétante. Les bactéries se comportent différemment en gravité zéro, devenant souvent plus virulentes. Certaines forment des biofilms plus épais, plus difficiles à nettoyer. Les champignons se développent plus rapidement et suivent des chemins inattendus. Au cours d'un voyage de plusieurs siècles, ces compagnons invisibles pourraient évoluer de manière imprévisible, mettant en danger l'équipage ou corrodant les systèmes sensibles du vaisseau. Nous pourrions être confrontés à des maladies que nous n'avons jamais rencontrées, dans une éternité sans assistance médicale. La science-fiction dépeint souvent la ceinture d'astéroïdes comme un champ de débris dangereux. Mais la réalité est un vide profond. Si tu te tenais sur un astéroïde, ton voisin le plus proche serait probablement à des centaines de milliers de kilomètres, un point lumineux à peine visible. Ce vide s'étend à travers tout le système solaire et se transforme en une solitude absolue dans l'espace interstellaire. Au-delà du nuage de Oort, il n'y a pas d'astéroïde ou de comète où s'arrêter pour renouveler les ressources. Tu dois emporter avec toi tout ce dont tu as besoin pour l'ensemble du voyage, dès le début. Pense aussi au grand voyage de tout notre système au sein de la Voie lactée. Notre maison tourne autour du centre galactique à une vitesse de 827 000 km par heure, effectuant un tour complet tous les 230 millions d'années. Au cours de ce voyage, nous traversons des régions de la galaxie avec des densités différentes d'étoiles, de gaz et de matière noire. Dans un voyage interstellaire, ces mouvements à l'échelle galactique doivent également être pris en compte, ce qui complique encore plus l'énigme de la navigation. Bien que l'existence de la 9e planète soit encore une hypothèse, elle est étayée par des preuves gravitationnelles convaincantes. Cela nous rappelle que nous ne comprenons même pas encore complètement notre propre maison. Cette planète, dont on pense que la masse est de 5 à 10 fois celle de la Terre, tournant sur une orbite de 10 000 à 20 000 ans à une distance de 400 à 800 unités astronomiques du Soleil, n'est qu'un des mystères des profondeurs de notre propre système. Si nous n'avons pas encore découvert toutes les grandes planètes de notre propre jardin, comment pouvons-nous espérer naviguer dans les inconnus du vide interstellaire? Nous apprenons que même les formes de vie les plus résistantes ont leurs limites. Les tardigrades, ces microscopiques oursons d'eau, peuvent survivre de courtes périodes dans le vide spatial. Mais une exposition prolongée au rayonnement cosmique cause des dommages irréparables à leur ADN. Si c'est le cas, pour la forme de vie la plus résistante, quel espoir peut-il y avoir pour des êtres fragiles comme nous?
Le problème de la densité énergétique est le mur physique au cœur du voyage. Les meilleures fusées chimiques offrent environ 13 mégajoules d'énergie par kilogramme. La fission nucléaire porte cette valeur à environ 800 billions de mégajoules par kilogramme. Mais même avec l'antimatière, le carburant théoriquement idéal, notre production actuelle est quasi nulle, et chaque gramme coûterait des billions de dollars. Le véhicule le plus rapide de l'humanité, la Parker Solar Probe, a eu besoin de manœuvres complexes, comme utiliser la gravité de Vénus 7 fois en s'approchant du Soleil pour atteindre sa vitesse record. Dans l'espace interstellaire, il n'y a ni assistance gravitationnelle, ni manœuvres orbitales intelligentes. Chaque changement de vitesse d'1 mètre doit provenir directement des propulseurs, et cela signifie que tout le carburant doit être à bord du vaisseau dès le tout début du voyage. Il y a aussi la question de la préservation de l'information lors d'un voyage multigénérationnel. Toute la connaissance, la culture et l'histoire de l'humanité doivent être préservées numériquement. Mais les supports de stockage numérique se dégradent avec le temps. La pourriture des billes, le rayonnement cosmique et les pannes matérielles entraînent une suppression lente des données. Des siècles plus tard, les gens de ce vaisseau auront-ils encore accès à l'héritage culturel de la Terre? Se souviendront-ils pourquoi ils ont quitté la Terre, d'où ils viennent? La perte de la continuité culturelle pourrait être aussi dévastatrice que n'importe quelle défaillance technologique. La destruction de la bibliothèque d'Alexandrie nous montre à quel point la connaissance est fragile, même sur Terre. Dans l'isolement de l'espace, une telle perte serait irréversible. La découverte de phosphine dans l'atmosphère de Vénus soulève une autre question. S'il y a des traces potentielles de vie même dans notre propre système solaire, comment pouvons-nous savoir avec certitude si une exoplanète est vraiment habitable? Nous pourrions voyager pendant des siècles vers une planète qui ressemble à la Terre à travers nos télescopes et découvrir à notre arrivée qu'elle recèle des dangers mortels pour la vie terrestre, indétectables à des années-lumière de distance. Le projet Breakthrough Listen a écouté des milliers d'étoiles et n'a trouvé aucun signal artificiel confirmé. Ce silence pourrait murmurer une vérité profonde. Peut-être que le voyage interstellaire est si difficile que toutes les civilisations y renoncent à un moment donné. Elles se tournent vers l'intérieur, construisent des habitats dans leur propre système, créent des mondes virtuels ou empruntent des chemins qui dépassent notre imagination. Le silence de la Voie lactée est peut-être la voie commune des civilisations qui ont compris l'impossibilité du voyage interstellaire. Lors de si longs voyages, les retards dans la prise de décision deviennent mortels. Si un problème survenait en route vers Proxima Centauri, l'appel à l'aide de l'équipage mettrait plus de 2 ans à atteindre la Terre, et la réponse mettrait encore 2 ans à revenir. D'ici là, 4 ans se seraient écoulés. L'équipage devrait prendre des décisions de vie ou de mort seul, sans pouvoir consulter les experts sur Terre. Un vaisseau interstellaire autonome doit être capable de tout produire, des outils simples à l'électronique de haute technologie. Cela signifie que le vaisseau doit fonctionner comme une civilisation miniature, possédant des capacités d'extraction, de raffinage, de fabrication et de recyclage d'une portée et d'une complexité stupéfiantes. L'assombrissement mystérieux de l'étoile de Boyajian nous rappelle que le cosmos est rempli de phénomènes qui dépassent notre compréhension. Un vaisseau interstellaire pourrait rencontrer des dangers totalement imprévisibles, comme des amas de matière noire, des trous noirs primordiaux ou des phénomènes physiques que nous n'avons pas encore découverts. Ces inconnus constituent peut-être le plus grand danger. Des études récentes montrent que le vol spatial nous change au niveau génétique. Les télomères des astronautes, les extrémités protectrices de nos chromosomes, montrent une instabilité dans l'espace. Certains s'allongent tandis que d'autres raccourcissent et ces changements persistent après le retour sur Terre. Au cours d'un voyage interstellaire multigénérationnel, de tels changements génétiques pourraient s'accumuler, créant potentiellement une nouvelle espèce humaine, fondamentalement différente des humains sur Terre. Peut-être une espèce qui n'appartiendrait plus à la même espèce, devenus les enfants des étoiles, mais ayant oublié leur maison. Jetons un œil au voyage de la sonde New Horizons dans notre propre petit système. Lancé en 2006 comme le véhicule le plus rapide ayant jamais quitté la Terre, il lui a fallu 9 ans et demi pour atteindre Pluton. De là, il lui a fallu 4 ans de plus pour continuer vers l'objet Arrokoth dans la ceinture de Kuiper. Cette mission, qui n'a traversé qu'une petite partie du système solaire, a nécessité près de 14 ans.
C'est un clin d'œil par rapport à l'échelle de temps des voyages interstellaires. La souveraineté silencieuse de notre Soleil s'étend bien au-delà de notre imagination. Dans cette sphère d'influence que nous appelons la sphère de Hills, sa gravité se fait sentir jusqu'à une distance d'environ 1 à 2 années-lumière. Mais au bord le plus éloigné de cette zone, les vitesses orbitales sont si lentes qu'un seul tour d'un objet autour du Soleil prend des millions d'années. L'attraction du Soleil y est faible, mais elle est toujours là, vaste et patiente. Les simulations informatiques actuelles sur la colonisation interstellaire nous dressent un tableau qui donne à réfléchir. Même si des outils théoriques comme les sondes de von Neumann autoréplicatives existaient, il faudrait des millions d'années pour coloniser une petite partie de notre galaxie de la Voie lactée. Pour des êtres biologiques comme nous, voyageant dans des vaisseaux générationnels, cette durée s'étendrait à des dizaines de millions d'années. Les civilisations naissent et meurent en quelques milliers d'années. Une espèce qui tenterait la colonisation pourrait avoir évolué au point d'être méconnaissable bien avant d'achever cette grande entreprise. La découverte de systèmes d'étoiles doubles ajoute encore plus de complexité à cette équation. Les planètes de tels systèmes sont soumises à des danses gravitationnelles complexes, à un rayonnement stellaire variable et à des orbites instables. Cette situation rend notre système calme à une seule étoile encore plus rare. La plupart des cibles que nous pourrions viser pourraient être des environnements gravitationnellement chaotiques, impropres à l'établissement. Pense aux réalités pratiques du maintien de la civilisation humaine sur un vaisseau générationnel. Vous auriez besoin d'enseignants pour éduquer les enfants, de médecins pour soigner les malades, d'ingénieurs pour entretenir les systèmes, d'agriculteurs pour cultiver la nourriture et de centaines d'autres spécialistes. Mais que se passe-t-il si le seul chirurgien cardiaque à bord meurt au sein de cette population limitée? La connaissance se perd inévitablement au fil des générations, et cette perte progressive d'expertise pourrait entraîner l'échec de la mission. Des recherches récentes sur les écosystèmes fermés montrent à quel point il est difficile de les maintenir. L'expérience Biosphère 2 en Arizona, malgré un soutien extérieur, a rencontré d'innombrables problèmes. Baisse des niveaux d'oxygène, augmentation du dioxyde de carbone, extinction d'espèces. Le système a eu besoin d'interventions extérieures constantes pour survivre. Avec nos connaissances actuelles, créer un écosystème stable capable de durer des siècles dans un vaisseau spatial est pratiquement impossible. Même les ceintures de Van Allen de la Terre nous rappellent à quel point le rayonnement dans l'espace est dangereux. Les ceintures de radiation de Jupiter sont beaucoup plus puissantes. La sonde Juno est exposée à une dose de radiation équivalente à 100 millions de radiographies dentaires à chaque orbite. Imagine maintenant l'exposition cumulative au rayonnement lors d'un voyage interstellaire de plusieurs siècles, sans la protection du champ magnétique d'une planète. Des découvertes récentes en biologie quantique suggèrent que la vie elle-même pourrait dépendre d'effets quantiques délicats qui pourraient ne pas se comporter de la même manière dans les différents environnements de l'espace. La photosynthèse, la fonction des enzymes, peut-être même la conscience elle-même, impliquent des processus quantiques. Cet équilibre délicat pourrait être perturbé par le rayonnement cosmique ou l'absence du champ électromagnétique si particulier de la Terre. Cela signifie que la vie elle-même pourrait être beaucoup plus spécifique et dépendante de cette planète que nous ne le pensions. Lorsque nous comparons la faisabilité d'utiliser les ressources de notre système solaire à l'expansion interstellaire, la réponse devient claire. La ceinture d'astéroïdes contient suffisamment de ressources pour des milliards de personnes dans des habitats spatiaux. Les lunes de Jupiter contiennent d'énormes quantités d'eau. Titan, la lune de Saturne, possède des mers de méthane liquide qui pourraient alimenter des vaisseaux spatiaux pendant des milliers d'années. L'hélium 3 sur la Lune pourrait alimenter nos réacteurs à fusion pendant des milliers d'années. Nous sommes comme des gens assis affamés dans un garde-manger plein à craquer, rêvant de défoncer la porte pour chercher de la nourriture dehors. À la température proche du zéro absolu de l'espace interstellaire, les lubrifiants gèlent, les batteries se dégradent, les propriétés fondamentales des matériaux changent. Un vaisseau spatial doit maintenir des conditions semblables à celles de la Terre, non seulement pour son équipage, mais aussi pour ses propres systèmes mécaniques, et cela représente une dépense d'énergie énorme. Faisons un simple calcul. Si nous pouvions transporter magiquement l'humanité vers chaque système stellaire à moins de 100 années-lumière et que chaque système pouvait accueillir 10 milliards de personnes, nous aurions de la place pour environ 40 billions de personnes,
Cela semble beaucoup, mais les vastes habitats spatiaux que nous pourrions construire dans notre propre système solaire pourraient accueillir une population similaire. L'effort ahurissant de la colonisation interstellaire ne créerait pas plus d'espace habitable que le plein développement de notre propre maison. La découverte des ondes gravitationnelles, tout en ouvrant de nouvelles fenêtres sur l'exploration du cosmos, soulève également de nouvelles questions. Un vaisseau interstellaire atteignant des vitesses élevées créerait ses propres ondes gravitationnelles. Une civilisation avancée pourrait-elle détecter ces ondes? Serait-il sage ou dangereux d'annoncer notre présence? Les formes de vie dans les mines les plus profondes et les océans de la Terre nous montrent que la vie nécessite un flux d'énergie. Mais l'espace interstellaire est fondamentalement un désert immense et froid sans oasis. Même les organismes les plus résistants finiraient par y périr. Au fil des siècles, les pièces de rechange et la maintenance deviennent des défis insurmontables. Chaque système mécanique a une durée de vie, et avec des millions de composants, il est inévitable que quelque chose tombe en panne. Tu dois transporter des pièces de rechange pour tout, mais les rechanges s'usent aussi. Tu as besoin de la capacité de fabriquer de nouvelles pièces, mais les installations de production elles-mêmes tombent en panne. C'est un cycle de maintenance sans fin qui ne fait qu'empirer avec le temps. Et ainsi, nous revenons à notre point de départ, à ce ciel familier, mais nous le regardons maintenant avec des yeux différents. Les étoiles ne sont plus des cibles à atteindre, mais des phares lointains qui nous rappellent à quel point notre foyer fragile, unique et inestimable est précieux. Le plus grand voyage n'est peut-être pas vers l'extérieur, vers les étoiles, mais vers l'intérieur, pour comprendre nos propres limites et notre place sur cette sphère bleue. La leçon la plus profonde du cosmos pourrait être celle-ci. La plus grande aventure n'est pas d'explorer l'univers, mais d'avoir un foyer. Le poids spirituel de quitter la Terre de façon permanente va bien au-delà d'un simple mal du pays. C'est une rupture existentielle, un coup profond porté à l'héritage évolutif de notre espèce sur des millions d'années. Nous sommes des êtres façonnés dans les moindres détails par le cycle jour-nuit de 24 heures, par le changement prévisible et rassurant des saisons, par le spectre spécifique de la lumière du soleil qui nourrit nos yeux et notre peau, et même par le bleu unique et indescriptible de notre ciel. Ce ne sont pas de simples plaisirs esthétiques ou des habitudes, mais des ancres biologiques profondément ancrées dans notre physiologie la plus fondamentale, nos rythmes circadiens, les cycles de production d'hormones comme la mélatonine et le cortisol, et finalement notre équilibre psychologique. Tenter de déraciner ces ancres équivaut à arracher un arbre de sa terre. Plus les racines sont profondes, plus les dégâts sont importants. Pour comprendre cela, il suffit d'examiner les études approfondies menées dans les stations de recherche en Antarctique. Bien que les scientifiques qui s'y rendent sachent que leur mission est temporaire et qu'ils retourneront auprès de leur famille et de la civilisation, il a été démontré à plusieurs reprises que des séjours de quelques mois seulement provoquent, même chez les chercheurs les plus résistants, de graves symptômes de dépression, d'anxiété chronique, de troubles de l'attention et un déclin cognitif notable. L'absence de lumière du jour, l'isolement social et un environnement monotone érodent lentement l'esprit humain. Maintenant, si tu étends ce scénario temporaire et réversible à un exil permanent et sans retour de la Terre, tu entres dans un territoire inexploré, jamais rencontré auparavant et probablement trop sombre et inconnu pour que l'esprit humain puisse y faire face. Dans ce vide, le mot maison perd son sens, et il ne reste qu'un désir infini. Les observations incroyablement détaillées recueillies par l'Observatoire de la dynamique solaire, SDO, au cours de la dernière décennie, nous rappellent chaque jour à quel point notre propre étoile peut être complexe, dynamique et parfois violente. Les éruptions solaires, les éjections de masse coronale, CME, qui sont d'énormes nuages de plasma, et le cycle des taches solaires qui atteint son apogée et se calme sur une période d'environ 11 ans, sont les éléments fondamentaux qui créent la météo spatiale dans notre propre système. Bien que nous soyons protégés de la grande majorité de ces événements grâce au champ magnétique et à l'atmosphère de la Terre, les plus violents peuvent désactiver nos satellites, faire s'effondrer les réseaux électriques et constituer une menace mortelle pour les astronautes. Avec le temps, nous avons appris à prédire ces événements avec une grande précision et à nous y préparer. Cependant, les autres étoiles de l'univers ont leur propre schéma de comportement, beaucoup plus sauvage, probablement beaucoup plus violent et complètement imprévisible par rapport à notre étoile calme. Notre étoile voisine, la plus proche, Proxima Centauri, est un parfait exemple de ce danger.
Cette étoile naine rouge, dont la température de surface est bien inférieure à celle de notre Soleil, bien qu'elle paraisse calme, émet des éruptions de radiations soudaines et massives, avec une fréquence et une intensité capables de stériliser littéralement les planètes qui l'entourent. Même s'il y avait une planète semblable à la Terre dans ce système, ces super-éruptions auraient projeté l'atmosphère de la planète dans l'espace sur des milliards d'années, vaporisé l'eau à sa surface et détruit toute forme de vie. Cette dure réalité nous enseigne une leçon cosmique importante. Parfois, le port familier dont tu connais les tempêtes et les dangers et avec lesquels tu as appris à composer est bien meilleur qu'un océan inconnu rempli de tempêtes que tu ne connais pas et dont tu ignores ce qu'elles apporteront. La limite la plus externe de notre système solaire, le nuage de Oort, représente bien plus qu'une simple frontière physique dessinée sur les cartes. C'est le seuil final du passage de l'inconnu familier, c'est-à-dire les régions encore inexplorées de notre propre système, mais qui nous appartiennent toujours, à l'inconnu véritablement absolu et écrasant. C'est comme sortir de la porte de son jardin pour entrer dans une nature sauvage infinie, d'où l'on ne pourra jamais revenir. Le lien gravitationnel des billions d'objets glacés qui composent le nuage de Oort avec le Soleil est si faible, si délicat, que le moindre murmure gravitationnel d'une autre étoile, passant à proximité depuis les profondeurs de la galaxie, peut facilement perturber leurs orbites. Ces perturbations peuvent soit projeter ces objets dans les profondeurs du vide interstellaire, soit les lancer dans un voyage mortel vers les parties intérieures du système solaire, les transformant en comètes à longue période. En fait, ce nuage lui-même, plutôt qu'une structure statique, est une frontière dynamique, en constante évolution, fantomatique, dont nous n'avons presque aucune information concrète, continuellement érodée par les interactions gravitationnelles avec la Voie lactée et en même temps réapprovisionnée par de nouveaux objets capturés depuis le vide interstellaire. Et pour atteindre un autre système stellaire, nous devons traverser entièrement cette zone invisible et dangereuse de dizaines de milliers d'unités astronomiques de large. C'est comme traverser un champ de mines de milliers de kilomètres avant de traverser. Mais elle comporte ses propres défis. Le projet Orion des années 1960 proposait de propulser un vaisseau par la puissance rythmique de milliers d'explosions nucléaires. En théorie, cela pourrait permettre d'atteindre entre 3 et 5% de la vitesse de la lumière, mais cela nécessiterait des milliers de bombes atomiques, ce qui poserait un énorme problème de contamination radioactive. Les fusées à fusion ne sont encore qu'une théorie et pourraient potentiellement atteindre 10% de la vitesse de la lumière. Mais nous n'avons même pas encore réussi à rendre la production d'énergie par fusion durable sur Terre, sans parler de l'utiliser pour propulser un vaisseau spatial. L'initiative révolutionnaire Breakthrough Starshot vise à accélérer des voiles lumineuses miniatures jusqu'à 20% de la vitesse de la lumière avec de puissants lasers. Bien que cela soit possible pour des sondes de l'ordre du gramme, c'est totalement inutilisable pour les humains. Le processus d'accélération serait mortel pour un humain et il n'offrirait aucune méthode pour ralentir à l'arrivée. Ces sondes traverseraient un autre système stellaire en quelques heures, ayant à peine le temps de prendre quelques photos avant de disparaître. Mais pense aussi à la façon dont le tissu de la réalité change à de telles vitesses. Lorsque tu approches d'une fraction significative de la vitesse de la lumière, les effets relativistes commencent à se manifester. Le phénomène, appelé dilatation du temps, signifie que tandis que seulement des décennies s'écouleraient pour l'équipage pendant le voyage, des siècles se seraient écoulés sur Terre. S'ils pouvaient un jour revenir, ils trouveraient un monde complètement étranger, où tous ceux qu'ils connaissaient auraient disparu depuis longtemps, leur culture et leur langue probablement oubliées. Et la matière interstellaire devient de plus en plus mortelle à ces vitesses. Entrer en collision avec un grain de poussière en voyageant à 10% de la vitesse de la lumière libérerait une énergie équivalente à l'explosion d'une bombe. Imagine que tu voyages à la moitié de la vitesse de la lumière. À cette vitesse incroyable, même un seul atome d'hydrogène qui croise ton chemin se transforme en un projectile mortel. Pour se protéger, il faudrait un blindage plus épais. Mais plus de blindage signifie plus de masse. Et plus de masse nécessite plus d'énergie pour atteindre cette vitesse. Nous y revoilà, dans ce cercle vicieux qui nous cloue sur place, sans solution parfaite.
Les données récentes des sondes Parker Solar Probe et Solar Orbiter offrent une nouvelle compréhension du bouclier protecteur de notre système solaire. Cette héliosphère, composée du vent solaire et du champ magnétique, est une barrière naturelle contre le rayonnement cosmique galactique. Elle réduit son intensité d'environ 70%. Mais dès que nous quittons cette bulle protectrice, nous sommes vulnérables à toute la charge de rayonnement de l'espace interstellaire. Sans de lourds boucliers, la dose de rayonnement reçue lors d'un voyage interstellaire serait mortelle. Les limites de notre biologie sont tout aussi contraignantes. Nous avons évolué dans les conditions très spécifiques de la Terre. Nous nous sommes adaptés à la gravité, au cycle jour-nuit et à son champ magnétique. Une exposition prolongée à la microgravité entraîne une perte osseuse, une atrophie musculaire et des problèmes cardiovasculaires. Nous ne savons pas encore si les humains peuvent se reproduire dans l'espace, si les enfants peuvent se développer normalement dans un environnement sans gravité. Un voyage de plusieurs générations pourrait affaiblir l'équipage au point qu'il ne pourrait pas coloniser une planète cible, même s'il en trouvait une. Pense à la difficulté des systèmes de support de vie en circuit fermé. Alors que même la Station spatiale internationale a besoin de ravitaillement régulier depuis la Terre, un vaisseau voyageant pendant des siècles devrait recycler tout l'air, l'eau et les déchets qu'il transporte avec une efficacité quasi parfaite. La moindre défaillance de ces systèmes signifierait la fin de la mission. Nous n'avons jamais réussi à créer un écosystème fermé et autosuffisant pendant des années, et encore moins des siècles. Et puis, il y a le fardeau sur notre âme de quitter la Terre de façon permanente. Même les astronautes qui savent qu'ils rentreront chez eux dans quelques mois subissent une pression psychologique immense dans cet isolement. L'effet de surplomb, ce sentiment profond de voir notre maison, la Terre, comme cette fragile et minuscule sphère bleue suspendue dans le vide cosmique, les change à jamais. Maintenant, imagine cette sphère bleue disparaître lentement de la vue, se transformer en un point, puis disparaître complètement. La solitude existentielle de savoir que tu ne reviendras jamais serait dévastatrice. Des études récentes sur des micro-organismes capables de résister à des conditions extrêmes nous montrent à quel point la vie peut être résiliente. Mais même cette résilience a ses limites. La combinaison du rayonnement, du froid, du vide et de la solitude dans l'espace interstellaire pourrait dépasser la résistance de toute forme de vie terrestre. Pour survivre à un tel voyage, nous devrions peut-être modifier fondamentalement la biologie humaine, ce qui soulèverait de profondes questions éthiques sur ce que signifie être humain. La découverte d'exoplanètes nous confronte à une autre réalité. Nous avons trouvé plus de 5000 planètes en orbite autour d'autres étoiles, mais la plupart ne ressemblent guère à notre maison. Des Jupiters chauds, des super-terres ou des planètes verrouillées à leur étoile. Cette diversité est fascinante, mais la plupart de ces mondes sont inhospitaliers pour la vie telle que nous la connaissons. La probabilité de trouver une planète vraiment semblable à la Terre à une distance atteignable est extrêmement faible. Peut-être voyagerons-nous pendant des siècles pour finalement arriver sur un monde inhabitable. Même si nous trouvions une planète habitable, les défis pour la transformer en un nouveau foyer seraient immenses. La biosphère de la Terre est le résultat de milliards d'années d'évolution. La chimie, l'atmosphère, le sol et peut-être même la structure moléculaire de base de la vie sur un monde étranger seraient différents. Dans un tel endroit, sans d'énormes efforts de terraformation, nous ne pourrions ni cultiver nos propres plantes, ni nourrir nos propres animaux, ni respirer notre propre air. La réalité économique du voyage vers les étoiles est tout aussi dissuasive. Le coût d'une seule mission interstellaire éclipserait l'économie mondiale entière. Qui financerait un projet dont le retour sur investissement ne se ferait peut-être que dans des dizaines de milliers d'années? À moins que la Terre ne soit confrontée à une crise d'extinction, il n'y a tout simplement aucune raison économique pour la colonisation interstellaire. Et, peut-être le plus ironique, c'est que les avancées de la technologie des télescopes, au lieu de renforcer le désir d'aller vers les étoiles, l'affaiblissent. Télescope spatial. James Webb peut étudier les atmosphères des exoplanètes d'ici, depuis la sécurité de notre foyer. Les futurs télescopes pourraient détecter les signatures biologiques, voire technologiques, de civilisations extraterrestres. Nous n'aurons peut-être pas à faire face aux défis ahurissants du voyage physique pour explorer le cosmos et recueillir une quantité massive d'informations. Si l'univers est plein de vie, la réponse au paradoxe de Fermi est peut-être très simple. Peut-être que toutes les civilisations intelligentes
réalisent, à un moment donné, que le voyage interstellaire est presque impossible et n'essaient donc même pas. Elles explorent leur propre système, construisent des habitats spatiaux, utilisent des planètes et des astéroïdes pour leurs ressources. Mais ce grand vide entre les étoiles reste infranchissable. Ce que nous appelons le grand filtre est peut-être simplement la limite de la vitesse de la lumière et ses distances massives entre les étoiles. Revenons à cette mathématique élégante qui régit la dynamique orbitale de notre système. Du plus petit astéroïde à la plus grande planète, tout obéit à ces lois précises, découvertes par Kepler il y a plus de 400 ans. Ces lois nous murmurent une vérité profonde. Plus tu es loin du Soleil, plus tu te déplaces lentement et moins tu reçois d'énergie. Neptune, 30 fois plus loin que la Terre, ne reçoit qu'un neuvième de la lumière du Soleil dont nous profitons. Dans les profondeurs du nuage de Oort, le Soleil n'est pas différent de l'étoile la plus brillante du ciel. Il ne fournit pratiquement aucune chaleur et aucune énergie. La mission Voyager nous montre cette réalité de la manière la plus concrète. Après 46 ans de voyage, Voyager 1 n'a que récemment atteint l'espace interstellaire, mais il n'est encore qu'à 0,002 années-lumière du Soleil. Pour visualiser cela, si la distance jusqu'à Proxima Centauri était une ligne allant de Los Angeles à New York, Voyager 1 n'aurait avancé que de 30 mètres sur cette ligne. C'est une immensité que notre esprit, principalement évolué pour penser en termes de distance terrestre, ne peut pas facilement saisir. Nos découvertes récentes sur le milieu interstellaire révèlent à quel point ce voyage serait un cauchemar d'ingénierie. Le satellite Interstellar Boundary Explorer, IBEX, a cartographié le bord de notre système, nous montrant qu'il ne s'agit pas d'une mer calme, mais d'un océan turbulent, des champs magnétiques plus forts que prévu, des densités de particules instables et de mystérieuses ceintures d'atomes neutres à haute énergie dont nous savons très peu de choses. Tout vaisseau quittant le port sûr de notre maison devra d'abord naviguer dans ces eaux chaotiques. À mesure que nous nous éloignons du Soleil, le problème énergétique s'aggrave. Les panneaux solaires, qui nous fournissent généreusement de l'énergie dans le système solaire intérieur, deviennent presque inutiles au-delà de l'orbite de Jupiter. La sonde Juno, en route vers Jupiter, possède les plus grands panneaux solaires jamais utilisés pour une mission planétaire, avec une envergure de 20 mètres. Mais, sur l'orbite de Jupiter, ces ailes géantes ne produisent que 400 watts de puissance. Pourtant, si ces mêmes panneaux étaient en orbite terrestre, ils fourniraient 14 kW d'énergie. Dans le vide interstellaire, l'énergie solaire cesse complètement d'être une option. Les générateurs thermoélectriques à radioisotopes, c'est-à-dire les batteries nucléaires, qui alimentent des explorateurs lointains comme Voyager et New Horizons, apportent leurs propres problèmes. Ces batteries, alimentées par la lente désintégration du plutonium, perdent de leur puissance avec le temps. Les batteries des sondes Voyager ont perdu environ la moitié de leur puissance depuis leur lancement. Pour une mission interstellaire de plusieurs siècles, nous aurions besoin soit de batteries nucléaires gigantesques, soit d'un réacteur nucléaire miniature, avec ses propres problèmes techniques et de sécurité. Se repérer dans l'espace interstellaire est fondamentalement différent de ce que nous faisons au sein du système solaire. Dans notre propre système, nous utilisons le Soleil et les planètes comme des phares. Nous mesurons la distance grâce aux signaux radio qu'ils réfléchissent. Nous corrigeons notre trajectoire grâce à leur gravité. Mais dans ce grand vide entre les étoiles, il n'y a ni point de référence, ni possibilité de correction d'orbite sans dépenser un carburant précieux. Ensuite, il y a le problème du rayonnement cosmique. Ces particules à haute énergie, accélérées par des événements cosmiques massifs comme les supernovas, bombardent sans cesse tout ce qui se trouve dans l'espace. Le champ magnétique et l'atmosphère de la Terre nous protègent, et l'héliosphère offre un certain bouclier au système solaire externe. Mais dans l'espace interstellaire, le flux de rayonnement cosmique est environ 4 fois plus intense que dans notre système. Au cours d'un voyage de plusieurs siècles, ce rayonnement menacerait non seulement la santé de l'équipage, mais pourrait aussi endommager les appareils électroniques, corroder les matériaux et mettre en péril l'intégrité structurelle d'un vaisseau. La découverte de la poussière interstellaire complique encore ce tableau. La mission Cassini a détecté des particules de poussière étrangère entrant dans notre système. Ces particules sont différentes de notre poussière, plus petites, plus rapides et d'une composition différente. La coque et les composants sensibles d'un vaisseau traversant un nuage de poussière dense à haute vitesse subiraient une érosion sévère comme s'ils étaient sablés. Le temps lui-même se
transforme en ennemi lors de ce voyage, usure des matériaux, défaillance des joints, fatigue du métal. Même nos vaisseaux spatiaux les plus durables présentent d'innombrables défaillances en moins de 50 ans. Propulseurs obstrués, instruments défectueux, mémoire d'ordinateur endommagée, concevoir des systèmes qui fonctionneront de manière fiable pendant des siècles est bien au-delà de nos capacités d'ingénierie actuelles. L'infrastructure de communication requise pour une telle mission comporte aussi ses propres impossibilités. La puissance des signaux radio diminue avec le carré de la distance. Le système de communication le plus puissant de la Terre, le Deep Space Network, a déjà du mal à communiquer avec voyageurs à plus de 20 milliards de kilomètres. Même avec des avancées technologiques révolutionnaires, le débit de données serait mesuré non pas en mégabits par seconde, mais en quelques bits par jour. Pense aussi aux réalités humaines d'un vaisseau générationnel. On estime que la population minimale pour éviter la consanguinité est d'environ 160 personnes. Un nombre plus sûr serait de plusieurs milliers. Ces personnes auraient besoin d'espaces de vie, d'écoles, d'hôpitaux, d'aires de loisirs. Il faudrait donc construire une petite ville flottant dans l'espace, et les besoins en matériaux seraient énormes. Peut-être que les défis sociologiques d'un vaisseau générationnel sont encore plus grands que les défis technologiques. Comment maintenir une société stable dans un espace confiné pendant des siècles ? Comment être sûr que les générations futures voudront poursuivre une mission initiée par leurs ancêtres et qu'elles n'ont jamais choisie ? Notre histoire est pleine d'exemples de sociétés qui se sont effondrées ou ont radicalement changé en des temps beaucoup plus courts. L'idée qu'une société ciblée et stable puisse exister pendant des siècles dans une boîte de conserve est peut-être l'aspect le plus irréaliste du voyage interstellaire. Les études sur les communautés isolées sur Terre nous offrent une perspective qui donne à réfléchir. Ceux qui sont en poste dans les stations de recherche en Antarctique, bien qu'ils sachent que le ravitaillement est régulier et que l'isolement est temporaire, connaissent des augmentations significatives des taux de dépression, d'anxiété et de conflit. Imagine maintenant un scénario où cet isolement est permanent, sans espoir de sauvetage ou de ravitaillement et dure des générations. Le fardeau psychologique serait sans précédent. Il y a aussi le fait que notre galaxie pourrait abriter des milliards de planètes errantes, invisibles jusqu'à ce qu'elles s'approchent dangereusement. Une collision avec un tel monde sombre ou un passage rapproché modifiant l'orbite signifierait la fin de la mission. Le vide entre les étoiles n'est pas aussi vide que nous le pensions autrefois. Les défis en science, des matériaux du voyage interstellaire dépassent également nos capacités actuelles. Dans le vide spatial, les matériaux se comportent différemment. Les métaux peuvent se souder à froid. Les plastiques deviennent cassants sous l'effet des radiations. Même les composites les plus avancés se dégradent avec le temps. Les vaisseaux spatiaux que nous avons fait fonctionner le plus longtemps ont 50 ans, et ce n'étaient que de simples sondes robotiques. Un vaisseau interstellaire doit maintenir ses systèmes de support de vie, de propulsion, de navigation, et d'innombrables autres pendant des siècles, sans possibilité de remplacer des pièces ou de se ravitailler en matières premières. Dans le vide le plus proche de notre maison, même à l'intérieur des murs de la Station spatiale internationale, nous voyons les formes de vie les plus élémentaires s'adapter de manière inquiétante. Les bactéries se comportent différemment en gravité zéro, devenant souvent plus virulentes. Certaines forment des biofilms plus épais, plus difficiles à nettoyer. Les champignons se développent plus rapidement et suivent des chemins inattendus. Au cours d'un voyage de plusieurs siècles, ces compagnons invisibles pourraient évoluer de manière imprévisible, mettant en danger l'équipage ou corrodant les systèmes sensibles du vaisseau. Nous pourrions être confrontés à des maladies que nous n'avons jamais rencontrées, dans une éternité sans assistance médicale. La science-fiction dépeint souvent la ceinture d'astéroïdes comme un champ de débris dangereux. Mais la réalité est un vide profond. Si tu te tenais sur un astéroïde, ton voisin le plus proche serait probablement à des centaines de milliers de kilomètres, un point lumineux à peine visible. Ce vide s'étend à travers tout le système solaire et se transforme en une solitude absolue dans l'espace interstellaire. Au-delà du nuage de Oort, il n'y a pas d'astéroïdes ou de comètes où s'arrêter pour renouveler les ressources. Tu dois emporter avec toi tout ce dont tu as besoin pour l'ensemble du voyage, dès le début. Pense aussi au grand voyage de tout notre système au sein de la Voie lactée. Notre maison tourne autour du centre galactique à une vitesse de 827 000 km/h, effectuant un tour complet tous les 230 millions d'années. Au cours de ce voyage,
Nous traversons des régions de la galaxie avec des densités différentes d'étoiles, de gaz et de matière noire. Dans un voyage interstellaire, ces mouvements à l'échelle galactique doivent également être pris en compte, ce qui complique encore plus l'énigme de la navigation. Bien que l'existence de la 9e planète soit encore une hypothèse, elle est étayée par des preuves gravitationnelles convaincantes. Cela nous rappelle que nous ne comprenons même pas encore complètement notre propre maison. Cette planète, dont on pense que la masse est de 5 à 10 fois celle de la Terre, tournant sur une orbite de 10 000 à 20 000 ans à une distance de 400 à 800 unités astronomiques du Soleil, n'est qu'un des mystères des profondeurs de notre propre système. Si nous n'avons pas encore découvert toutes les grandes planètes de notre propre jardin, comment pouvons-nous espérer naviguer dans les inconnus du vide interstellaire? Nous apprenons que même les formes de vie les plus résistantes ont leurs limites. Les tardigrades, ces microscopiques oursons d'eau, peuvent survivre de courtes périodes dans le vide spatial. Mais une exposition prolongée au rayonnement cosmique cause des dommages irréparables à leur ADN. Si c'est le cas, pour la forme de vie la plus résistante, quel espoir peut-il y avoir pour des êtres fragiles comme nous? Le problème de la densité énergétique est le mur physique au cœur du voyage. Les meilleures fusées chimiques offrent environ 13 mégajoules d'énergie par kilogramme. La fission nucléaire porte cette valeur à environ 800 billions de mégajoules par kilogramme. Mais même avec l'antimatière, le carburant théoriquement idéal, notre production actuelle est quasi nulle et chaque gramme coûterait des billions de dollars. Le véhicule le plus rapide de l'humanité, la Parker Solar Probe, a eu besoin de manœuvres complexes, comme utiliser la gravité de Vénus 7 fois en s'approchant du Soleil pour atteindre sa vitesse record. Dans l'espace interstellaire, il n'y a ni assistance gravitationnelle, ni manœuvres orbitales intelligentes. Chaque changement de vitesse d'1 mètre doit provenir directement des propulseurs. Et cela signifie que tout le carburant doit être à bord du vaisseau dès le tout début du voyage. Il y a aussi la question de la préservation de l'information lors d'un voyage multigénérationnel. Toute la connaissance, la culture et l'histoire de l'humanité doivent être préservées numériquement. Mais les supports de stockage numérique se dégradent avec le temps. La pourriture des billes, le rayonnement cosmique et les pannes matérielles entraînent une suppression lente des données. Des siècles plus tard, les gens de ce vaisseau auront-ils encore accès à l'héritage culturel de la Terre? Se souviendront-ils pourquoi ils ont quitté la Terre, d'où ils viennent? La perte de la continuité culturelle pourrait être aussi dévastatrice que n'importe quelle défaillance technologique. La destruction de la bibliothèque d'Alexandrie nous montre à quel point la connaissance est fragile, même sur Terre. Dans l'isolement de l'espace, une telle perte serait irréversible. La découverte de phosphine dans l'atmosphère de Vénus soulève une autre question. S'il y a des traces potentielles de vie même dans notre propre système solaire, comment pouvons-nous savoir avec certitude si une exoplanète est vraiment habitable? Nous pourrions voyager pendant des siècles vers une planète qui ressemble à la Terre à travers nos télescopes et découvrir à notre arrivée qu'elle recèle des dangers mortels pour la vie terrestre, indétectables à des années-lumière de distance. Le projet Breakthrough Listen a écouté des milliers d'étoiles et n'a trouvé aucun signal artificiel confirmé. Ce silence pourrait murmurer une vérité profonde. Peut-être que le voyage interstellaire est si difficile que toutes les civilisations y renoncent à un moment donné. Elles se tournent vers l'intérieur, construisent des habitats dans leur propre système, créent des mondes virtuels ou empruntent des chemins qui dépassent notre imagination. Le silence de la Voie lactée est peut-être la voie commune des civilisations qui ont compris l'impossibilité du voyage interstellaire. Lors de si longs voyages, les retards dans la prise de décision deviennent mortels. Si un problème survenait en route vers Proxima Centauri, l'appel à l'aide de l'équipage mettrait plus de 2 ans à atteindre la Terre, et la réponse mettrait encore 2 ans à revenir. D'ici là, 4 ans se seraient écoulés. L'équipage devrait prendre des décisions de vie ou de mort seul, sans pouvoir consulter les experts sur Terre. Un vaisseau interstellaire autonome doit être capable de tout produire, des outils simples à l'électronique de haute technologie. Cela signifie que le vaisseau doit fonctionner comme une civilisation miniature, possédant des capacités d'extraction, de raffinage, de fabrication et de recyclage d'une portée et d'une complexité stupéfiantes. L'assombrissement mystérieux de l'étoile de Boyajian nous rappelle que le cosmos est rempli de phénomènes qui dépassent notre compréhension. Un vaisseau interstellaire pourrait rencontrer des dangers totalement imprévisibles, comme des amas de matière noire, des trous noirs primordiaux ou des phénomènes physiques que nous n'avons pas encore découverts.
Ces inconnus constituent peut-être le plus grand danger. Des études récentes montrent que le vol spatial nous change au niveau génétique. Les télomères des astronautes, les extrémités protectrices de nos chromosomes, montrent une instabilité dans l'espace. Certains s'allongent tandis que d'autres raccourcissent et ces changements persistent après le retour sur Terre. Au cours d'un voyage interstellaire multigénérationnel, de tels changements génétiques pourraient s'accumuler, créant potentiellement une nouvelle espèce humaine, fondamentalement différente des humains sur Terre. Peut-être une espèce qui n'appartiendrait plus à la même espèce, devenus les enfants des étoiles, mais ayant oublié leur maison. Jetons un œil au voyage de la sonde New Horizons dans notre propre petit système. Lancé en 2006 comme le véhicule le plus rapide ayant jamais quitté la Terre, il lui a fallu 9 ans et demi pour atteindre Pluton. De là, il lui a fallu 4 ans de plus pour continuer vers l'objet Arrokoth dans la ceinture de Kuiper. Cette mission, qui n'a traversé qu'une petite partie du système solaire, a nécessité près de 14 ans. C'est un clin d'œil par rapport à l'échelle de temps des voyages interstellaires. La souveraineté silencieuse de notre Soleil s'étend bien au-delà de notre imagination. Dans cette sphère d'influence que nous appelons la sphère de Hills, sa gravité se fait sentir jusqu'à une distance d'environ 1 à 2 années-lumière. Mais au bord le plus éloigné de cette zone, les vitesses orbitales sont si lentes qu'un seul tour d'un objet autour du Soleil prend des millions d'années. L'attraction du Soleil y est faible, mais elle est toujours là, vaste et patiente. Les simulations informatiques actuelles sur la colonisation interstellaire nous dressent un tableau qui donne à réfléchir. Même si des outils théoriques comme les sondes de von Neumann autoréplicatives existaient, il faudrait des millions d'années pour coloniser une petite partie de notre galaxie de la Voie lactée. Pour des êtres biologiques comme nous, voyageant dans des vaisseaux générationnels, cette durée s'étendrait à des dizaines de millions d'années. Les civilisations naissent et meurent en quelques milliers d'années. Une espèce qui tenterait la colonisation pourrait avoir évolué au point d'être méconnaissable bien avant d'achever cette grande entreprise. La découverte de systèmes d'étoiles doubles ajoute encore plus de complexité à cette équation. Les planètes de tels systèmes sont soumises à des danses gravitationnelles complexes, à un rayonnement stellaire variable et à des orbites instables. Cette situation rend notre système calme à une seule étoile encore plus rare. La plupart des cibles que nous pourrions viser pourraient être des environnements gravitationnellement chaotiques, impropres à l'établissement. Pense aux réalités pratiques du maintien de la civilisation humaine sur un vaisseau générationnel. Vous auriez besoin d'enseignants pour éduquer les enfants, de médecins pour soigner les malades, d'ingénieurs pour entretenir les systèmes, d'agriculteurs pour cultiver la nourriture et de centaines d'autres spécialistes. Mais que se passe-t-il si le seul chirurgien cardiaque à bord meurt au sein de cette population limitée? La connaissance se perd inévitablement au fil des générations, et cette perte progressive d'expertise pourrait entraîner l'échec de la mission. Des recherches récentes sur les écosystèmes fermés montrent à quel point il est difficile de les maintenir. L'expérience Biosphère 2 en Arizona, malgré un soutien extérieur, a rencontré d'innombrables problèmes. Baisse des niveaux d'oxygène, augmentation du dioxyde de carbone, extinction d'espèces. Le système a eu besoin d'interventions extérieures constantes pour survivre. Avec nos connaissances actuelles, créer un écosystème stable capable de durer des siècles dans un vaisseau spatial est pratiquement impossible. Même les ceintures de Van Allen de la Terre nous rappellent à quel point le rayonnement dans l'espace est dangereux. Les ceintures de radiation de Jupiter sont beaucoup plus puissantes. La sonde Juno est exposée à une dose de radiation équivalente à 100 millions de radiographies dentaires à chaque orbite. Imagine maintenant l'exposition cumulative au rayonnement lors d'un voyage interstellaire de plusieurs siècles, sans la protection du champ magnétique d'une planète. Des découvertes récentes en biologie quantique suggèrent que la vie elle-même pourrait dépendre d'effets quantiques délicats qui pourraient ne pas se comporter de la même manière dans les différents environnements de l'espace. La photosynthèse, la fonction des enzymes, peut-être même la conscience elle-même, impliquent des processus quantiques. Cet équilibre délicat pourrait être perturbé par le rayonnement cosmique ou l'absence du champ électromagnétique si particulier de la Terre. Cela signifie que la vie elle-même pourrait être beaucoup plus spécifique et dépendante de cette planète que nous ne le pensions. Lorsque nous comparons la faisabilité d'utiliser les ressources de notre système solaire à l'expansion interstellaire, la réponse devient claire.
La ceinture d'astéroïdes contient suffisamment de ressources pour des milliards de personnes dans des habitats spatiaux. Les lunes de Jupiter contiennent d'énormes quantités d'eau. Titan, la lune de Saturne, possède des mers de méthane liquide qui pourraient alimenter des vaisseaux spatiaux pendant des milliers d'années. L'hélium 3 sur la Lune pourrait alimenter nos réacteurs à fusion pendant des milliers d'années. Nous sommes comme des gens assis affamés dans un garde-manger plein à craquer, rêvant de défoncer la porte pour chercher de la nourriture dehors. À la température proche du zéro absolu de l'espace interstellaire, les lubrifiants gèlent, les batteries se dégradent, les propriétés fondamentales des matériaux changent. Un vaisseau spatial doit maintenir des conditions semblables à celles de la Terre, non seulement pour son équipage, mais aussi pour ses propres systèmes mécaniques, et cela représente une dépense d'énergie énorme. Faisons un simple calcul. Si nous pouvions transporter magiquement l'humanité vers chaque système stellaire à moins de 100 années-lumière, et que chaque système pouvait accueillir 10 milliards de personnes, nous aurions de la place pour environ 40 billions de personnes. Cela semble beaucoup, mais les vastes habitats spatiaux que nous pourrions construire dans notre propre système solaire pourraient accueillir une population similaire. L'effort ahurissant de la colonisation interstellaire ne créerait pas plus d'espace habitable que le plein développement de notre propre maison. La découverte des ondes gravitationnelles, tout en ouvrant de nouvelles fenêtres sur l'exploration du cosmos, soulève également de nouvelles questions. Un vaisseau interstellaire atteignant des vitesses élevées créerait ses propres ondes gravitationnelles. Une civilisation avancée pourrait-elle détecter ces ondes? Serait-il sage ou dangereux d'annoncer notre présence? Les formes de vie dans les mines les plus profondes et les océans de la Terre nous montrent que la vie nécessite un flux d'énergie. Mais l'espace interstellaire est fondamentalement un désert immense et froid sans oasis. Même les organismes les plus résistants finiraient par y périr. Au fil des siècles, les pièces de rechange et la maintenance deviennent des défis insurmontables. Chaque système mécanique a une durée de vie, et avec des millions de composants, il est inévitable que quelque chose tombe en panne. Tu dois transporter des pièces de rechange pour tout, mais les rechanges s'usent aussi. Tu as besoin de la capacité de fabriquer de nouvelles pièces, mais les installations de production elles-mêmes tombent en panne. C'est un cycle de maintenance sans fin qui ne fait qu'empirer avec le temps. Et ainsi, nous revenons à notre point de départ, à ce ciel familier, mais nous le regardons maintenant avec des yeux différents. Les étoiles ne sont plus des cibles à atteindre, mais des phares lointains qui nous rappellent à quel point notre foyer fragile, unique et inestimable est précieux. Le plus grand voyage n'est peut-être pas vers l'extérieur, vers les étoiles, mais vers l'intérieur, pour comprendre nos propres limites et notre place sur cette sphère bleue. La leçon la plus profonde du cosmos pourrait être celle-ci. La plus grande aventure n'est pas d'explorer l'univers, mais d'avoir un foyer. Le poids spirituel de quitter la Terre de façon permanente va bien au-delà d'un simple mal du pays. C'est une rupture existentielle, un coup profond porté à l'héritage évolutif de notre espèce sur des millions d'années. Nous sommes des êtres façonnés dans les moindres détails par le cycle jour-nuit de 24 heures, par le changement prévisible et rassurant des saisons, par le spectre spécifique de la lumière du soleil qui nourrit nos yeux et notre peau, et même par le bleu unique et indescriptible de notre ciel. Ce ne sont pas de simples plaisirs esthétiques ou des habitudes, mais des ancres biologiques profondément ancrées dans notre physiologie la plus fondamentale, nos rythmes circadiens, les cycles de production d'hormones comme la mélatonine et le cortisol, et finalement notre équilibre psychologique. Tenter de déraciner ces ancres équivaut à arracher un arbre de sa terre. Plus les racines sont profondes, plus les dégâts sont importants. Pour comprendre cela, il suffit d'examiner les études approfondies menées dans les stations de recherche en Antarctique. Bien que les scientifiques qui s'y rendent sachent que leur mission est temporaire et qu'ils retourneront auprès de leur famille et de la civilisation, il a été démontré à plusieurs reprises que des séjours de quelques mois seulement provoquent, même chez les chercheurs les plus résistants, de graves symptômes de dépression, d'anxiété chronique, de troubles de l'attention et un déclin cognitif notable. L'absence de lumière du jour, l'isolement social et un environnement monotone érodent lentement l'esprit humain. Maintenant, si tu étends ce scénario temporaire et réversible à un exil permanent et sans retour de la Terre, tu entres dans un territoire inexploré, jamais rencontré auparavant et probablement trop sombre et inconnu pour que l'esprit humain puisse y faire face. Dans ce vide, le mot maison perd son sens, et il ne reste qu'un désir infini. Les observations incroyablement détaillées recueillies par l'Observatoire de la dynamique solaire,
SDO, au cours de la dernière décennie, nous rappelle chaque jour à quel point notre propre étoile peut être complexe, dynamique et parfois violente. Les éruptions solaires, les éjections de masse coronale, CME, qui sont d'énormes nuages de plasma, et le cycle des taches solaires qui atteint son apogée et se calme sur une période d'environ 11 ans, sont les éléments fondamentaux qui créent la météo spatiale dans notre propre système. Bien que nous soyons protégés de la grande majorité de ces événements grâce au champ magnétique et à l'atmosphère de la Terre, les plus violents peuvent désactiver nos satellites, faire s'effondrer les réseaux électriques et constituer une menace mortelle pour les astronautes. Avec le temps, nous avons appris à prédire ces événements avec une grande précision et à nous y préparer. Cependant, les autres étoiles de l'univers ont leur propre schéma de comportement, beaucoup plus sauvage, probablement beaucoup plus violent et complètement imprévisible par rapport à notre étoile calme. Notre étoile voisine, la plus proche, Proxima Centauri, est un parfait exemple de ce danger. Cette étoile naine rouge, dont la température de surface est bien inférieure à celle de notre Soleil, bien qu'elle paraisse calme, émet des éruptions de radiations soudaines et massives, avec une fréquence et une intensité capables de stériliser littéralement les planètes qui l'entourent. Même s'il y avait une planète semblable à la Terre dans ce système, ces super-éruptions auraient projeté l'atmosphère de la planète dans l'espace sur des milliards d'années, vaporisé l'eau à sa surface et détruit toute forme de vie. Cette dure réalité nous enseigne une leçon cosmique importante. Parfois, le port familier dont tu connais les tempêtes et les dangers et avec lesquels tu as appris à composer est bien meilleur qu'un océan inconnu rempli de tempêtes que tu ne connais pas et dont tu ignores ce qu'elles apporteront. La limite la plus externe de notre système solaire, le nuage de Oort, représente bien plus qu'une simple frontière physique dessinée sur les cartes. C'est le seuil final du passage de l'inconnu familier, c'est-à-dire les régions encore inexplorées de notre propre système, mais qui nous appartiennent toujours, à l'inconnu véritablement absolu et écrasant. C'est comme sortir de la porte de son jardin pour entrer dans une nature sauvage infinie, d'où l'on ne pourra jamais revenir. Le lien gravitationnel des billions d'objets glacés qui composent le nuage de Oort avec le Soleil est si faible, si délicat, que le moindre murmure gravitationnel d'une autre étoile, passant à proximité depuis les profondeurs de la galaxie, peut facilement perturber leurs orbites. Ces perturbations peuvent soit projeter ces objets dans les profondeurs du vide interstellaire, soit les lancer dans un voyage mortel vers les parties intérieures du système solaire, les transformant en comètes à longue période. En fait, ce nuage lui-même, plutôt qu'une structure statique, est une frontière dynamique, en constante évolution, fantomatique, dont nous n'avons presque aucune information concrète, continuellement érodée par les interactions gravitationnelles avec la Voie lactée et en même temps réapprovisionnée par de nouveaux objets capturés depuis le vide interstellaire. Et pour atteindre un autre système stellaire, nous devons traverser entièrement cette zone invisible et dangereuse de dizaines de milliers d'unités astronomiques de large. C'est comme traverser un champ de mines de milliers de kilomètres avant de traverser. L'océan. Parlons maintenant de la réalité impitoyable de la gravité artificielle, une nécessité absolue pour les humains qui vivraient pendant des générations dans un vaisseau interstellaire. Les films et romans de science-fiction aiment à dépeindre des vaisseaux en forme de cylindres ou d'anneaux géants, tournant élégamment, qui utilisent la force centrifuge pour simuler une gravité semblable à celle de la Terre pour les passagers. Cette idée, basée sur un simple principe de physique sur le papier, se transforme en un enchevêtrement de défis gigantesques et peut-être insurmontable lorsqu'elle est mise en pratique. La structure doit être énorme, avec un diamètre de centaines, voire de milliers de mètres, pour éviter les effets Coriolis, qui ont des effets extrêmement nauséabonds et désorientants sur la physiologie humaine. Tourner sur un rayon plus petit provoquerait le ballottement des fluides de votre oreille interne dans des directions inattendues à chaque mouvement de tête, chaque pas que vous faites dévierait sur le côté et il deviendrait impossible de lancer une simple balle en ligne droite. Et cette structure massive doit tourner continuellement, sans le moindre vacillement ou vibration, sans subir de défaillances structurelles catastrophiques, pendant des siècles, sans possibilité de maintenance ou de réparation. Chaque joint colossal, reliant les parties rotatives et fixes du vaisseau,
chaque mécanisme de roulement devant supporter des trillions de révolutions, chaque poutre et point de connexion, assurant l'intégrité structurelle, subirait avec le temps une fatigue du métal et deviendrait un point faible potentiel, un talon d'Achille capable de mettre fin à toute la mission en quelques secondes. La découverte inattendue des voyageurs interstellaires Oumuamua et Borisov, qui ont récemment traversé notre système solaire, nous a donné une leçon très importante et sobre sur la nature de ce voyage difficile. Ces objets énigmatiques ont réussi à voyager pendant des millions, peut-être des milliards d'années dans les conditions impitoyables du vide interstellaire, presque sans se dégrader, en tant que simples roches ou morceaux de glace gelée. Mais le point clé ici est qu'ils sont simples. Si même des objets solides, monolithiques et simples, sans presque aucune pièce mobile et sans système complexe, ont tant de mal à survivre indemnes à ce voyage de plusieurs éons, quelle chance peut avoir un vaisseau spatial composé de millions de composants sensibles et complexes, avec un système de support de vie délicat, des ordinateurs, des moteurs et des capteurs? Chaque connexion soudée, chaque câble, chaque valve est condamnée à se dégrader avec le temps en raison du bombardement constant des radiations, des changements de température extrêmes et des micro-collisions. En particulier, l'étrange et légère accélération de Oumuamua en quittant notre système après être passé près du Soleil, qui ne peut être entièrement expliqué par aucune explication naturelle connue, déconcerte encore les astrophysiciens et nous rappelle brutalement que l'espace interstellaire est rempli de surprises et de lois physiques inconnues que même nos esprits les plus brillants n'ont pas encore anticipées. Pense à la difficulté ahurissante de la production nécessaire à l'autosuffisance d'un vaisseau générationnel. Une seule puce informatique moderne que nous utilisons aujourd'hui sur Terre nécessite l'extraction de dizaines d'éléments de terres rares différents du tableau périodique, leur purification à des formes ultra pures, leur traitement par des procédés chimiques complexes et leur fabrication dans d'énormes usines de plusieurs milliards de dollars à l'abri de la poussière. C'est le résultat d'une chaîne d'approvisionnement mondiale impliquant des milliers d'entreprises et des millions de personnes. Un vaisseau générationnel, quant à lui, devrait produire à partir de zéro non seulement des puces informatiques complexes, mais aussi tout ce dont il pourrait avoir besoin, du plus simple boulon en acier à un joint en acier inoxydable, d'un médicament cardiaque complexe à un antibiotique de base. Cela signifie des machines minières à part entière, d'énormes raffineries de métaux, des usines chimiques complexes, des laboratoires de synthèse de médicaments, des salles blanches pour l'électronique à l'intérieur du vaisseau, et un équipage de milliers de personnes, chacune experte dans son domaine, pour faire fonctionner toute cette infrastructure incroyablement complexe pendant des générations. C'est comme demander à un petit village isolé de la Terre, sans aucune aide extérieure, de produire à la fois des smartphones modernes et des stimulateurs cardiaques complexes. C'est une pure fantaisie logistique et technologique. Les données publiées ces dernières années par le télescope spatial Gaia de l'Agence spatiale européenne ont cartographié avec une précision sans précédent la position, le mouvement et la vitesse de plus d'1 milliard d'étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée. Cet ensemble de données extraordinaires nous montre clairement que notre système solaire ne flotte pas seul dans le vide, mais se déplace dans un environnement galactique complexe et dynamique, traversant des régions de densité et de composition différentes. Par exemple, nous traversons actuellement le nuage interstellaire local, une région de gaz d'hydrogène et d'hélium légèrement plus dense que son environnement, d'environ 30 années-lumière de large. Dans environ 20 000 ans, ce qui est une courte période à l'échelle cosmique, nous quitterons complètement ce nuage pour entrer dans un autre environnement aux propriétés très différentes, une autre météo interstellaire. Un vaisseau interstellaire en route vers une autre étoile devrait traverser plusieurs dizaines de ces régions différentes au cours de son voyage de centaines de milliers d'années, chacune avec des densités, des températures, des niveaux de radiation différents et potentiellement des dangers inconnus dont nous n'avons même pas encore conscience, comme des nuages de matière noire invisibles ou des planètes errantes. Chaque transition représenterait un nouveau défi imprévisible pour les boucliers du vaisseau, ses systèmes de navigation et même son intégrité structurelle. Au cours d'un voyage de plusieurs générations en milieu clos, le temps lui-même acquiert une qualité étrange et flexible. Le premier équipage qui entreprendrait la